détails de la réforme avec, je suis désolée, Bijane, un sujet difficile. Pierre-André Humbert nous l'a dit. Eh bien, c'est avec celui-là qu'on va commencer. Je vous propose de me rejoindre tout de suite sur scène. Merci beaucoup. Alors, ce sujet difficile dont on va parler, c'est l'enjeu des nouveaux périmètres de restructuration, donc les périmètres géographiques dont a déjà parlé Pierre-André Humbert, et puis des obligations de reclassement. Je vous propose, Bijane, qu'on commence avec vous par le motif économique, et puis on déroulera ensuite les sujets liés au reclassement. Merci beaucoup, Emmanuel. Je devais présenter aujourd'hui avec Martine Derdevet du groupe Renault, qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute, et dont elle s'excuse, elle était absolument navrée. Et du coup, je me retrouve un peu derrière ce pupitre, esselé. Mais grâce à Emmanuel, je ne suis pas tout à fait tout seul. Bien, alors, on peut peut-être passer au premier slide, s'il vous plaît, parce que nous allons en effet parler des différents périmètres qui viennent modifier le licenciement économique en France. Et il s'agit du périmètre du motif économique, il s'agit par ailleurs du périmètre de reclassement, et il s'agit du périmètre d'application des critères d'ordre. Alors, slide suivant. Voilà, tout à fait. On y va. On y va. On rentre dans le vif du sujet. Alors, comme Pierre-André Humbert nous l'indiquait tout à l'heure, qui ne se souvient de la difficulté pour restructurer au sein de groupes internationaux, que ce soit des groupes français ou des groupes étrangers qui ne sont pas cantonnés au territoire national. On devait recueillir des informations auprès des directions financières qui étaient souvent difficiles à avoir pour justifier d'un motif dont le périmètre au sein d'un groupe était au niveau mondial et au sein du secteur d'activité. C'était toujours très périlleux dans la mesure où les directions financières, surtout pour les groupes cotés, étaient réticentes à communiquer des informations qui n'étaient pas nécessairement publiques. Et on se trouvait à faire une construction logique pour restructurer en France, qui était fondée soit sur des difficultés économiques, si nous en avions, mais ce n'était pas toujours le cas, soit sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité. Et là, alors, soit les groupes n'avaient pas les statistiques ou les informations qui étaient utiles pour construire le motif, soit ils étaient réticents à communiquer sur ces sujets parce qu'ils ne l'avaient pas nécessairement fait vis-à-vis de leurs actionnaires, ou ils ne l'avaient pas nécessairement fait sur la place publique. Bon, donc ça, c'était assez traumatisant. Ce que fait l'ordonnance, c'est qu'elle nous permet aujourd'hui de raisonner sur un périmètre national. C'est-à-dire qu'elle dit que le motif économique ne s'évalue plus au niveau mondial, mais au niveau national. Alors quand on a une entreprise qui ne fait pas partie d'un groupe, une entreprise française, ça ne pose aucune difficulté, c'est comme avant, on regarde au niveau de l'entreprise. Quand vous avez une entreprise française qui fait partie d'un groupe national, ben on regarde au niveau de l'entreprise, au sein du groupe auquel elle appartient, et j'y reviendrai dans quelques minutes parce que ça aussi c'est défini, à l'intérieur du secteur d'activité dans lequel elle agit, là aussi on a des modifications, j'y reviendrai. Et quand on a un groupe international, cette question se pose maintenant uniquement dans le cadre du périmètre du groupe en France, à l'intérieur du secteur d'activité dans laquelle la société agit. Et ça, c'est une modification fondamentale. Je reviendrai en point de conclusion sur certaines ambiguïtés toutefois qui restent, mais d'un point de vue de l'attractivité, cette ordonnance vraiment change les choses de manière assez fondamentale. Sur la notion de groupe, là aussi, ça pouvait être assez fluctuant, on s'interrogeait, les choses maintenant sont claires, on fait référence à la notion de contrôle qui est définie par le Code de commerce et qui est également reprise dans le Code du travail quand on parle des comités de groupe. Et donc c'est formé par une structure, c'est une structure qui est formée par une entreprise dominante qui détient plus de 50% du capital social et les entreprises qu'elle contrôle justement avec à plus de 50% du capital social de celle-ci. Ou
et là on revient au Code du travail, une influence dominante et déterminante lorsque la société détient 10% du capital de la filiale qui va être éventuellement restructurée. Le secteur d'activité. Là, nous avons maintenant une définition qui n'existait pas. Et je peux vous dire que quand on avait un client devant nous qui voulait restructurer en France, et qu'on commençait, un client étranger, et qu'on commençait à regarder le secteur d'activité, et que vous aviez des groupes internationaux qui peuvent avoir plusieurs secteurs d'activité très larges, mais qui, à l'intérieur de ces secteurs d'activité, vont vous expliquer qu'ils ont une branche qui fabrique ceci, qui est plus fine, qui est un marché spécifique, etc. Là, on devenait assez réticent parce que la jurisprudence ne nous permettait pas de faire de la chirurgie de précision à l'intérieur des secteurs d'activité. C'était un secteur assez global. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus claires, c'est-à-dire que le secteur d'activité est caractérisé notamment par la nature des produits, des biens ou des services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, on a des éléments sur lesquels on peut travailler. On parle notamment, on donne un certain nombre d'éléments, mais on peut en découvrir d'autres avec les conversations que nous pouvons avoir avec nos clients à l'intérieur du groupe. Mais surtout, on parle à la référence de marché. Et alors, on peut s'interroger sur les marchés, de savoir qu'est-ce qu'on vise. Et peut-être que là, les juges s'inspireront du droit de la concurrence, qui définit les marchés en fonction des produits, en fonction du périmètre géographique sur lequel ils sont commercialisés, et bien d'autres facteurs tels que le prix, tels que la marque, etc. Donc, et les modes de distribution. Donc ça, c'est quelque chose qui va dans le bon sens, mais qui est quelque chose qui laisse aussi une large marge aux juges, encore une fois, d'affiner. On verra comment les choses vont aller dans l'avenir, mais d'un point de vue des groupes et du conseil qu'on peut apporter aux groupes, il y a quand même des éléments de travail un peu plus clairs, beaucoup plus précis que ce que nous avions par le passé. Donc ce qu'on peut retenir en synthèse de ces différents points, Bijan, c'est qu'on voit du coup une restriction, une circonscription de l'analyse, donc on se dit des actions plus ciblées, vous avez employé le mot de chirurgie de précision, mais est-ce que le revers de la médaille, c'est pas finalement aussi un peu moins de marge de manœuvre et une flexibilité qui peut être à deux vitesses en fonction des groupes qui auraient envie de faire des restructurations? Alors c'est ça qui est intéressant, parce que vous avez tout à fait raison, Emmanuel. Il y a... en fonction de ce qu'on veut faire, l'ordonnance nous facilite la tâche. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise française que vous voulez restructurer en France, et maintenant vous avez, depuis la loi El Khomri, vous avez la précision qui a été apportée, c'est pour ça que c'est important, c'est un schéma général qui s'est construit au fil de ces dernières années, mais qui a apporté les précisions sur le motif économique. On vous dit maintenant que le motif est en France, donc ça, c'est assez facile à gérer. Quand vous faites partie d'un groupe international, que vous êtes une filiale en France, ou qu'il y a plusieurs filiales en France, mais que le groupe international veut restructurer les activités françaises, c'est pas très très compliqué. On va appliquer exactement ce que je vous ai expliqué là, sur le territoire national. Ça devrait se passer avec des paramètres, comme disait M. Imbert tout à l'heure, Pierre-André Imbert, c'est qu'on arrive à anticiper, ce qui est important. En revanche, quand vous êtes un groupe français ou que vous êtes un groupe international qui a des sociétés ou des filiales en France qui se portent bien, dans un secteur d'activité qui va bien, mais que pour des raisons stratégiques, vous voulez restructurer l'implantation de vos usines dans telle ou telle région du monde. Ce qui impliquerait, d'un point de vue stratégie global, la fermeture de certains sites, y compris en France. On va se retrouver avec la problématique inverse, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus compliqué pour nous de justifier qu'on veut faire une restructuration mondiale qui impliquera la fermeture d'un site en France, puisque les notions de difficulté économique et les notions de sauvegarde de compétitivité ou de mutation technologique s'apprécieront en France. Donc si tout va bien en France, je vais pouvoir, a priori, sauf qu'il y a des précisions qui sont apportées sur ce sujet par la suite,
je vais pouvoir restructurer dans le monde entier, refaire ma logistique de distribution, refaire ma logistique de production de pièces détachées, réorganiser l'approvisionnement. Mais en France, je risque d'être coincé par la structure que j'ai. Donc, oui, un peu de vitesse, très intéressant par rapport à la France. Donc, d'un point de vue attractivité, pour les investisseurs étrangers, pour les investisseurs étrangers, on coche à 99%, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai, ils vont se dire, bon, si j'ai un problème avec cette filiale en France, je pourrais restructurer. En revanche, si on regarde globalement, ça sera peut-être un peu plus complexe. Bien. Alors, passons au deuxième sujet, celui sur le reclassement. Alors là, c'est les mêmes principes qui prévalent que ceux que vous avez évoqués il y a un instant. Alors là, c'est exactement... Sur la notion française, enfin restriction du périmètre. Voilà. Alors là, c'est exactement ce qu'a dit Pierre-André Humbert, parce que c'est vrai qu'on se retrouvait avec des constructions très artificielles et parfois qui pouvaient être un petit peu scandaleuses, qui ont été relatées par la presse, qui sont en matière de reclassement interne. Parce qu'avant de procéder à un licenciement économique, on a l'obligation d'étudier toutes les possibilités de reclassement interne que nous avons à l'intérieur du groupe. Bon, alors, avant, c'était à l'intérieur du groupe, à l'international. Alors, ce que disait Pierre-André tout à l'heure, quand vous vous retrouvez à l'international à expliquer, bon ben non, les postes que vous avez là, vous me les gardez au chaud pour la durée de la procédure, que je commence maintenant, qui va prendre 3-4 mois, et puis après ça, il va falloir que ce soit validé ou homologué par la directe. Bon, c'est pas quelque chose qui était très apprécié au sein des groupes, et en plus... pas toujours respecté, donc quelque chose de compliqué. Maintenant, l'obligation de reclassement, elle est limitée au territoire national. Elle est limitée au territoire national, et la notion de groupe est la même que celle qu'on a pour le motif économique. Donc là, il y a une certaine cohérence. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a sorti de ce périmètre les partenaires. Parce que quand vous vous retrouviez avec des gens qui avaient des franchises, par exemple, ou que vous travaillez sur des projets en joint venture ou que sais-je, il y avait cette tentation de dire le reclassement, il doit se passer au sein du groupe, mais élargi aux partenaires. Ça, c'est exclu maintenant. C'est un bon élément de clarification. C'est très utile. Il y a beaucoup d'industries pour lesquelles ça simplifie les choses et ça clarifie les choses. La question de la permutabilité aussi, il faut que les salariés soit permutable au sein de l'organisation ou de la zone géographique, en tout ou partie. Donc ça, c'était un critère qui existait aussi. Mais voilà, on a largement clarifié la situation par rapport au périmètre. Donc plus réaliste sur la manière de procéder à ces reclassements. Beaucoup plus réaliste. Vous nous dites aussi un mot, Bijan, peut-être sur la procédure et le fait qu'elle ait été aussi simplifiée, cette procédure de reclassement. Alors, c'est sur le slide suivant. En effet, on avait une procédure qui était, vous vous en souviendrez tous, qui était assez lourde. Alors, si la question du périmètre est applicable depuis le 24 septembre, pour la procédure, on attend toutefois le décret d'application et elle sera applicable au plus tard le 1er janvier 2018, je le précise parce que je crois que c'est quand même important. Mais la procédure était lourde. On avait des questionnaires qu'on devait envoyer aux salariés pour leur poser la question s'ils étaient intéressés ou non de faire un reclassement, d'avoir des propositions de reclassement à l'étranger. Questionnaire, après ça, une fois qu'on faisait les propositions, elles devaient être individualisées. On devait préciser un tas de détails qui étaient compliqués parce que les filiales dans les groupes internationaux ne voulaient pas communiquer sur les salaires. Enfin bon, c'était quand même assez complexe, assez lourd. Bien. Aujourd'hui, on a simplifié grandement ce processus. C'est-à-dire que la procédure maintenant, on doit faire des propositions individualisées, mais on peut aussi faire des propositions collectives. Donc on a le choix entre le mode de proposition qu'on doit faire. Il y a un certain degré de précision, c'est-à-dire que la procédure de toute façon est écrite, mais il y a un certain degré de précision puisqu'on doit dans tous les cas préciser l'intitulé du poste, le nom de l'employeur, la localisation du poste et l'échelle de rémunération. Donc on n'a plus, par exemple, la langue dans laquelle doit être exercée la fonction, on n'a plus la rémunération précise, et ça c'est quand même très très important. Quand vous faites une diffusion
par l'intranet, par exemple, que vous communiquiez une liste complète, là, le projet de décret prévoit que pour chaque offre, les catégories d'emploi équivalentes ou supérieures des postes que vous éliminez dans votre licenciement doivent être précisés pour que les gens puissent se repérer au terme d'une échelle sur les postes qui leur sont proposés. Par ailleurs, on doit préciser les critères de sélection qui seront appliqués si on avait, par exemple, plusieurs personnes qui postulaient sur un poste. Et enfin, on doit aussi préciser que les salariés auront un délai de réponse qui ne pourra être inférieur, dans l'état actuel du projet de décret, à 1 mois. Donc là, c'est vraiment clarifié. Ça met fin à toutes les pratiques antérieures et tous les abus antérieurs où on retrouvait des propositions de postes aux antipodes, à des conditions de rémunération qui font que la presse avait repris les choses. Je pense que c'est vraiment un facteur d'attractivité pour la France. Donc là, que des bonnes nouvelles. Alors, avant de conclure, un dernier point, peut-être, Bijan, sur les critères d'ordre qui sont là aussi visés par l'ordonnance. Le slide suivant, s'il vous plaît. Alors, précédemment, le périmètre d'application des critères d'ordre était limité à la zone d'emploi telle que définie par l'INSEE et ne pouvait être élargi que dans des sociétés qui mettaient en place un plan social au travers de la négociation d'un accord collectif. Alors, ça mettait une France à 2 vitesses, ça proposait une France à 2 vitesses, les sociétés de plus de 50 qui licenciaient plus de 10 salariés, et les sociétés, d'une part, et les sociétés de moins de 50, ou les sociétés de plus de 50, mais qui ne licenciaient que moins de 10 salariés. Aujourd'hui, l'ordonnance a clarifié la chose en disant tout simplement que le choix entre les deux options existait pour la totalité des entreprises qui restructuraient, qu'elles aient moins de 50 salariés ou qu'elles aient plus de 50 salariés et qu'elles licencient moins de 10 ou plus de 10, c'est la même chose. Ça aussi, ça va dans un sens plus de souplesse. Bon sens. Alors, Bijan, si on conclut pour raccrocher les wagons au sujet de l'attractivité, nonobstant le point que vous avez fait au départ sur le périmètre géographique et les questions que ça pose pour des groupes à stratégie internationale, qu'est-ce que vous diriez en synthèse sur ces différents éléments ? Alors, il y a un dernier slide qui résume les points critiques, clés, qui est clé de ce sujet. C'est clairement slide suivant, s'il vous plaît. Une réforme qui renforce l'attractivité de la France. C'est une réforme qui était nécessaire, c'est une réforme qui est cohérente avec ce qui a été fait par le passé. C'est une réforme qui sera efficace, comme je l'ai dit, pour les restructurations menées en France. On peut s'interroger, le seul bémol, c'est pour les restructurations qui seront transnationales à l'extérieur de la France et mondiales et régionales pour les groupes, en fonction de leur stratégie. Et cohérente aussi, Bijan, avec ce que nous disait Pierre-André Humbert au départ, avec les autres pratiques, à tout le moins en Europe, on s'aligne aussi un peu sur ce que font nos voisins. On est beaucoup plus cohérent avec ce qui existe en Europe, ce qui est quand même un très bon signe, même si, je dois l'avouer, il y a certains en Europe qui continuent à être un peu sarcastiques ou à avoir un peu des doutes, mais ça, c'est l'exception française et on leur prouvera le contraire. Merci beaucoup, Bijan. On peut prendre une ou deux questions courtes, avec des réponses courtes, s'il y en a à l'issue de cette première table ronde. Sinon, nous passerons à la suivante. Est-ce qu'il y a un point, une interrogation que vous avez ? Ou nous enchaînons ? Eh bien, on enchaîne. Merci beaucoup, Bijan. Vous avez ouvert avec ce sujet difficile. C'est fait.